Bienvenue à toutes et à tous dans Conversation Madame Figaro. Dans ce nouveau chapitre de Conversation, on va parler de cinéma, de tableaux volés, d'arnaques, avec mon invité, un acteur que j'aime beaucoup, Melville Poupeau. Bonjour. Bonjour Melville Poupeau. Comment allez-vous? Ça va très bien. Et vous? Ça va pas mal, merci. Je vous pose ma question rituelle. Ça fait quoi d'être Melville Poupeau en ce moment? Ça fait quoi d'être vous, ces jours-ci? Bah, ça fait pas trop de mal. Je travaille, je tourne une série à Bry-sur-Marne dans des grands studios. Du coup, voilà, je fais des trajets en voiture, je fais ma journée, je vais dans ma loge et puis sinon, je suis heureux parce que j'ai ouvert un bar avec des amis. J'ai repris un bar. J'ai repris un bar. Voilà, le Rosebud. Du coup, ça fait des week-ends chargés aussi, parce que c'est pour se marrer, mais c'est un peu de travail quand même. Mais l'ambiance est bonne, donc ça va bien. Figurez-vous que j'ai reçu un SMS tout à l'heure de quelqu'un qui me dit « On se retrouve au Rosebud ». C'est vrai? Oui, absolument. Ce soir? On m'a proposé ça. Ah bah c'est bien, faut y aller, c'est une très bonne ambiance. Franchement, c'est bon enfant, mais c'est très sympa. Ça fait quoi de reprendre un bar? Ah bah c'est un rêve d'enfance. J'ai toujours rêvé dans les films, les personnages. Enfin, j'ai toujours fantasmé sur ces lieux, ces personnages au comptoir en train de boire leur verre tout seul le soir, les films de gangsters. Et donc je m'étais dit un jour j'aurais ce bar et je vivrais dans cette atmosphère. Et il se trouve qu'avec les amis, avec une bande de potes, on avait aussi ce même rêve quand on était plus grand. Et puis finalement ça s'est concrétisé là cette année. C'est un lieu qu'on a tous aimé depuis très longtemps, qu'on aime beaucoup. On n'a rien changé, on l'a juste un peu réactivé. Et du coup il y a beaucoup de gens qui viennent, des gens de la musique, du cinéma, des copains acteurs. Il y a un piano, des fois les gens chantent. Un bar qui est dans le 14e, je crois. Absolument, rue de l'Amble, le Rosebud. Ouais. On ira après avoir vu le film pour lequel vous êtes là, les règles de l'art. C'est à côté juste des 7 Parnassiens, qui est un super bon cinéma. Voilà, on va tout faire dans le quartier. Ouais. Avant de parler du film, je vous propose de regarder la bande-annonce et on en parle tout de suite après. On regarde. T'as changé ton code? Bah non. Bah si. Ah bah oui. Il y a un truc que tu me dis pas? Moi? Je te connais, je sais quand tu me mens. Je vais tout te raconter. Moreno, c'est un mec, il revend des objets volés. Et puis il y a un autre mec qui s'appelle Joe, qui est un cambrioleur et qui vole des objets dans des appartements. C'est quoi ça? Ça, si t'en trouves un, j'ai un client. Et je sais pas pourquoi. Ces mecs, ça m'a fasciné. Et il rentre comme ça, là. Et je suis sûr qu'il savait même pas qu'il rentrait dans le musée d'art moderne, je te jure. 100 millions d'euros. Je sais pas si c'est l'interdit ou quoi, mais... c'est ouf. Ah, enfin je te trouve, toi. Bon, j'ai besoin d'un petit service, là. Tu pourrais les vendre à combien? Le jackpot, c'est vraiment si tu tombes sur un très riche. T'en achèterais, toi, du cubiste? T'as un tableau? Peut-être. Mathieu? Allô? Ah, Mathieu? Vas-y, monte. Non, mais je l'ai pas. C'est juste au cas où t'aurais acheté des tableaux que moi j'avais eu comme ça. Je voulais savoir, toi, l'art, tu fais pas, toi? C'est encore une autre arnaque de fils de pute. Il va falloir être très prudent. T'as rien fait de mal, toi? Je n'ai rien fait. Vous êtes bien foutu de ma gueule, toi, Eric. Easy, garde. Tu crois que c'est terminé? On l'a pas terminé. Il va pas aller en prison, papa? Non, tout va très bien. Ça va, chérie? Je te parle d'acheter un Modigliani, là. C'est l'occasion unique. 80 000 euros pour le prix d'une Audi. C'est fou. Qu'est-ce qui vous a donné envie de jouer le rôle de ce personnage un peu perdu au milieu d'une arnaque? Une arnaque, d'un cambriolage qui tourne à l'arnaque. Absolument, absolument. Plein de choses. Déjà, j'aime beaucoup Dominique Baumard, le réalisateur scénariste que je connaissais d'avant, qui a écrit des scénarios que j'avais lus, que j'ai toujours aimés. C'est un vrai auteur, mais en même temps qui a l'ambition de faire des films populaires, des comédies, des films de genre. Il a une vision du cinéma très contemporaine, je trouve. Et il est très doué et comme scénariste et comme metteur en scène. Donc travailler avec Dominique. Travailler aussi avec cette équipe d'acteurs que j'aime beaucoup, là, Sofiane, Julia Piaton et Steve Chencheux, qui sont des gens que je connaissais pas, mais dont j'avais suivi l'émergence, le parcours. De Sofiane, ça fait un moment que je le suivais comme musicien, et puis sa carrière d'acteur. Et enfin, parce que je trouve que c'est un film très réussi dans l'équilibre entre comédie, film de gangster, polar, film de braquage. Film sur l'amitié aussi, il y a un côté buddy movie entre mon personnage et celui que joue Sofiane.
espèce d'amitié comme ça, de branquignol, mais en même temps attachant. Et je trouve que c'est très réussi sur le mélange des genres et plusieurs tons. C'est-à-dire c'est tragicomique. À un moment, on se dit genre, on est intrigué par cette histoire et on suit vraiment, c'est palpitant. Il y a un côté suspense. Et en même temps, on est attendri par ces personnages complètement branquignols, quoi, une sorte de Oui. Il y a un petit côté même presque un peu rétro. On a l'impression d'être dans un film hollywoodien des années 40, Exactement. 50. Ou un film italien. Oui, un film italien. On s'attend peut-être à voir surgir Cary Grant à un moment Ouais. ou quelque chose comme ça. Un peu Il y a ça, un ou peu alors ce Alberto mélange-là. Sordi. Moi, j'ai beaucoup regardé des comédies italiennes pour m'inspirer un petit peu pour mon personnage. De l'Ahuri, comme vous disiez, c'est vraiment le pigeon, quoi. Le mec, c'est... il change d'avis comme de chemise, il se laisse embrigader, il se laisse complètement manipuler. En même temps, on sent qu'il prend du plaisir à devenir une espèce de voyou, mais en même temps qu'il n'a pas les épaules. Donc voilà, je trouve que Et le duo avec Sofiane marche très bien, parce que lui, il a au contraire ce côté très charismatique, beau parleur, vraiment le mec à la tchatche, l'embrouilleur. Et moi, je suis le pigeon idéal, et ça donne lieu à des situations très comiques, et en même temps attachantes. Et il y a aussi un peu dans le fond de ce film une réflexion sur l'art, sur ce que c'est que d'avoir un tableau, pourquoi est-ce que certaines personnes aiment tel artiste, tel autre artiste, combien ça vaut vraiment l'art, quoi, c'est ça. Oui, c'est une vraie réflexion c'est aussi sur le marché, et puis, Exactement. Puis aussi sur, tiens, comment est-ce qu'on s'introduit qu'est-ce qu'on fait dans le musée. Mais voilà, en plus c'est une histoire vraie, donc comme c'est sur l'affiche. Donc en 2010, ce cambrioleur, qu'on appelle un montant-l'air, enfin une sorte d'homme araignée, qui avait l'habitude de cambrioler les appartements, là c'est piqué pour l'art contemporain, enfin en tout cas pour un Fernand Léger. Oui. Et il s'est rendu compte que c'était rien de cambrioler le musée d'art moderne de Paris, qui depuis a fait des travaux. Voilà, il a décelé une fenêtre, il est rentré dedans, rien n'a sonné, il a décroché un tableau, il est ressorti dans la rue, il s'est dit genre, ah ben en fait je peux peut-être retourner en piquer un deuxième. Il en a piqué un deuxième, puis un troisième, puis à l'arrivée ils se sont retrouvés avec 5 tableaux, 5 toiles de maître pour plus de 100 millions de budget. Sauf qu'après leur réseau n'était pas assez développé, qu'ils n'ont pas, en tout cas ce que le film raconte, qui est un petit peu émancipé de la réalité. Et ils n'avaient pas les réseaux pour revendre un tel butin, quoi. Donc, au-delà de l'histoire même, ce qui est aussi très prenant dans le film, c'est votre personnage qui navigue un peu à l'aveugle, qui est un peu paumé. Et c'est aussi, il y a aussi quelque chose un peu de la vraie vie. C'est-à-dire parfois on ne sait pas exactement comment prendre des décisions, comment choisir ce qu'on fait, et puis on se retrouve pris. Exactement. On sent que mon personnage au début du film, c'est un peu Madame porte-la-culotte. Il est avec cette femme qui elle est successful. C'est un peu elle qui ramène l'argent à la maison. Lui, il répare des montres, mais on sent qu'il est plutôt là pour garder les enfants et tout ça. Et il est un petit peu coincé, inhibé dans sa vie. Et quand il rencontre cette bande, notamment le personnage de Sofiane, ça lui donne un peu des idées, il se sent pousser des ailes. Tout à coup, il se dit genre, mais moi aussi, je vais gagner de l'argent, je vais rentrer dans un cercle un petit peu plus dangereux, enfin risqué. Et au début, il se pique à ce jeu-là, quoi, et ça l'excite. Ça vous est déjà arrivé à vous qu'une situation vous permette de vous émanciper ? Déjà dans des films, moi je me sers des films aussi pour grandir un peu et puis pour me transformer et passer des caps dans ma vie. Donc je me suis toujours dit que les rôles, ça permettait aussi de grandir, quoi, de se transformer. Donc je me sers un peu de ça. Sinon, j'ai pas vraiment fréquenté des vrais grands voyous, mais à un moment, j'ai été un petit peu fasciné par ce genre de personnage. Après, j'ai vu les limites et puis c'est pas ma vie et tout ça, mais je comprends qu'on puisse se dire genre... pourquoi pas voir comment sont ces gens, comment ils fonctionnent, ce qu'ils ont dans la tête. Quel destin. Quel destin. À propos de destin, on va regarder la photo que vous nous avez envoyée. On va en parler. Vous pouvez nous dire un peu Donc ça, c'est Maria Schneider. C'est Maria Schneider. Avec un t-shirt de Bob Dylan. Maria Schneider, je l'ai bien connue quand j'étais enfant parce que c'était la copine de ma mère. Copine plus parce que voilà, et du coup elle habitait à côté de chez nous dans le petit appartement qui jouxtait notre appartement à nous dans le 5e, et je la voyais souvent descendre le matin pour venir prendre le petit déjeuner depuis sa fenêtre. Elle escaladait un peu les toits de Paris pour descendre chez ma mère, la retrouver, et c'était comme une espèce d'ange comme ça, avec cette tignasse de cheveux bruns, ce visage un peu poupon. À l'époque, elle était encore comme ça. Après, elle a eu des problèmes parce qu'elle a subi des trucs abominables. Du coup, avec le dernier tango à Paris. Dernier tango à Paris, puis les suites de ça, les gens l'ont vraiment pris en grippe. Elle a eu comme une espèce de... Elle a été bullied, quoi, disons, et puis traumatisée. Elle a eu des problèmes de drogue, enfin, tout ça. Mais ça n'empêche que pour moi, c'était quand même un personnage très gracieux, très charismatique. Une star, mais pieds nus, tu vois ce que je veux dire ? Une espèce de Brigitte Bardot, sauvage et brune, mais aussi pulpeuse, aussi charmante. Une actrice comme ça, pleine de vie, magnifique, et son destin était tragique. Mais je me dis qu'il ne faut pas oublier l'aspect aussi lumineux de cette fille qui a été brisée par... Vous étiez amoureux d'elle ?
Ah non, j'étais trop vraiment petit. Mais avec mon frère, on était fascinés, ouais. Oui. Il se trouve que notre mère était donc attachée de presse avec mon frère Yarol et qu'on a côtoyé comme ça des personnages, mais qu'elle avait été plutôt attirée par les femmes et les personnages comme ça, un peu rock'n'roll, un peu... À la limite. À la limite, voilà, un peu borderline. Ce qui est intéressant, c'est que la photo que vous avez choisie, on la voit qui porte un t-shirt de Bob Dylan, Oui, qui c'est est pour ça que exemplaire du rock'n'roll, mais en même temps qui est quelqu'un qui a toujours survécu à tout. Oui, et c'est mon idole, Bob Dylan. Oui. Du coup, quand j'ai retrouvé cette photo, je me suis dit genre, ah, c'est incroyable, c'est à la fois ma mère, sa vie sentimentale, et puis ce Bob Dylan qui a toujours été là, quoi. Ce qui est fascinant avec Bob Dylan, c'est un peu comme Johnny Hallyday en France. Oui. C'est-à-dire que le mec, depuis les années 60, on parle de lui dans les médias, dans les chansons, les gens le citent, les gens le copient, les gens l'admirent, et c'est un peu... il a des carrières comme ça qui durent plus de 60 ans, c'est rarissime. Contrairement à Johnny, Bob Dylan a eu un prix Nobel. Oui, il a pas, à part toute la musique que j'aime, il n'a pas écrit beaucoup de paroles, Johnny, mais ça n'empêche qu'il méritait tous les honneurs. Moi, je l'ai un petit peu connu par mon frère, et c'était un grand musicien, un grand chanteur, et puis un vrai rock'n'rollman. Qu'est-ce que vous aimez chez Dylan profondément? Sa musique, les paroles, sa voix, son attitude, ses interviews, ses textes, les livres qu'il a écrits, même le cinéma, à chaque fois qu'il a pris part à des projets, j'ai trouvé que c'était des projets très intéressants. Il a réalisé un film qui s'appelle Reynaldo et Clara, un très bon film. Il a monté un documentaire sur lui qui est une espèce de collage un peu comme ça, pop art, mais en même temps psychédélique, expérimental, qui est vachement bien. It the Document. Enfin bref, j'aime tout. Ce qui me fascine le plus, c'est qu'à chaque fois que je tombe sur quelque chose, pourquoi je connais bien, mais je continue quand même à découvrir des choses de lui, et à chaque fois je suis surpris et époustouflé par la richesse de son inspiration, tous les contre-pieds qu'il a pris dans sa vie, toutes les positions qu'il a eues qui n'étaient jamais attendues, tous les pièges qu'il a su échapper, auxquels il a su échapper, et puis cette espèce de liberté totale dans la création et même dans la façon... Un libre penseur, quoi. Un morceau de Dylan à recommander pour commencer Dylan, pour entrer dans Dylan? Vous auriez un morceau? Alors moi, je suis rentré album, vraiment dans Dylan. Ouais, Infidels dans les années 80, en partie produit par Mark Knopfler, le guitariste de Dire Straits. Donc il y a cette guitare, si on aime la guitare, c'est vraiment très beau comment il joue. Derrière, en plus, c'est une espèce de rythmique basse-batterie qui est assez étonnante. Et c'est des... Bon, c'est un petit peu années 80 les arrangements, mais les textes sont magnifiques, et puis il y a des slows somptueux. C'est une période un peu charnière. Après, il est tombé dans une espèce de creux, selon certaines personnes. Pour moi, c'est pas un creux du tout. Vous êtes fan? Voilà, je suis fan quand même. Vous êtes fan, on entend bien. Plus il descend profond, plus je suis content, parce que je fouille, ça me permet de creuser. Mais donc voilà, Infidels, 1983. Infidels. À propos de musique, je vous propose d'écouter de la musique. On va voir si vous reconnaissez. On écoute un morceau. Oui. La roue à Madureira. Nino Ferrer. Absolument. Oui, parce que c'est un morceau que vous avez chanté. Enfin, c'est Benjamin qui le chante, Benjamin Biolay qui le chantait. Moi, je l'accompagnais à la guitare pendant notre tournée Songbook en 2019-2020. Mais c'est une chanson magnifique, et quand on a préparé le spectacle avec Benjamin, moi j'ai réécouté beaucoup de chansons françaises, parce que je n'étais pas spécialiste de la chanson française, à part Gainsbourg, Bachung, Benjamin. Mais j'étais pas trop spécialiste. Je connaissais un peu les tubes de Nino Ferrer. Celui-là, quand on a commencé à creuser, il était un peu moins diffusé qu'il l'est maintenant. C'est devenu un peu un classique, disons. Mais c'est un jour un copain à moi, je lui dis bon, qu'est-ce que t'as comme idée de chansons françaises? Parce que pour moi, c'était pas évident de trouver des chansons françaises qu'on puisse reprendre, qui soient pas ni trop connues, ni trop des gros tubes que tout le monde reprend en karaoké, ni des trucs trop obscurs, ni des trucs trop vieillots. Et en l'occurrence, on voulait faire aussi un morceau, une bossa nova, parce que Benjamin aime bien la bossa nova, et moi aussi. Et on voulait chanter en français, et voilà, ce morceau s'est imposé. Mon pote m'a dit, tu devrais écouter La roue à Madureira, c'est magnifique. Et effectivement, et les paroles sont très étonnantes. Ça parle d'un mec qui a une histoire d'amour avec une Brésilienne qui retourne dans son pays, et son avion s'écrase. C'est un morceau tragique. Et il la reverra jamais. C'est tragique, mais en même temps, il y a quand même le côté soleil. Absolument. Et la bossa nova, et puis la belle voix de Nino Ferrer. Et puis il y a cette espèce de... C'est une contrebasse ou un violoncelle, je pensais plutôt une contrebasse à l'archet, comme ça, qui fait ce solo au milieu du morceau, qui est assez étonnant. Bref, c'est un chef-d'œuvre. Et sauf que quand on a commencé à bosser avec Benjamin, je me suis rendu compte que les accords, comme toujours, à la guitare, la bossa nova, c'est des trucs très compliqués, des diminués, des septièmes augmentés. À refaire, Vous faites de la guitare? Un peu. Voilà, donc en fait, c'était plus compliqué que prévu. Nino Ferrer avait tendance à détester ses tubes et à ne pas aimer. Il s'est un peu sabordé. Est-ce que vous avez ce rapport-là, ce que vous faites, ou pas du tout? J'ai pas fait de tube, moi.
Vous avez fait beaucoup de films. Beaucoup de films. Vous avez mais fait j'ai pas fait de grands hits non plus. Oui, mais enfin, non, je suis content quand on me parle de certains films, plus que d'autres. Il y a des gens, quand ils viennent me dire « Ah, j'ai adoré ce film-là », je dis « Ah ouais, cool ». Puis quand on me dit « Ah, j'ai adoré ce film-là », je dis « Ah ouais, ça me fait plaisir ». Lequel, j'adore quand on me parle d'OVNI. La série que j'ai faite pour Canal+. Ouais. Je suis fan d'OVNI, je trouve que moi, c'est un de mes meilleurs rôles. Et quand on vient me parler d'OVNI, je suis toujours très content parce que je sais que c'est profond. A fortiori, les séries, c'est quand même... C'était 2 saisons je ne sais plus combien il y avait d'épisodes, mais bon, c'est quand même long, tu vois ce que je veux dire. Donc les gens se sont... Et je sais qu'ils ont aimé toutes les saisons. D'ailleurs, on a eu de la chance, finalement, de ne pas faire la saison de trop, même si c'était un peu coitus interruptus. On a fait que 2 saisons, on s'attendait à en faire une 3e, puis finalement, ça n'a pas eu lieu. Et donc les spectateurs aussi sont un peu sur leur faim. Mais justement, ça me fait plaisir. Ils viennent me voir en disant « Mais alors, qu'est-ce qui se passe après ?» Encore ce matin, chez le dentiste, quelqu'un m'a dit genre « Ah, monsieur Mature », j'adore quand on m'appelle prof Mature, tu vois. Oui. Donc, enfin, vous voyez, donc du coup, c'est vraiment... bref, donc, tout ça pour dire qu'il y a certains films, ça me fait plaisir, d'autres films dont je suis moins fier ou dont je me sens moins proche, touche moins. On va écouter un autre morceau. On va voir si vous reconnaissez encore. On écoute. Oui. Ça, c'est dans le film. Ouais, absolument, c'est Françoise Hardy. Françoise Hardy dans le film. Absolument. Il y a comme ça Donc il y a une reprise de ce morceau par les Liminianas, qui ont fait la musique du film aussi, qui sortent un nouvel album, qui est un bon groupe de rock. J'ai hésité entre les deux, entre l'original et la reprise. Ouais. Ça vous parle de quoi, ce morceau-là? Alors déjà, j'adore Françoise Hardy, pour moi c'est la grâce, c'est un personnage complexe, ambigu, mais d'une beauté folle, et puis une amoureuse, quoi. J'aime beaucoup quand elle parle de son amour avec Jacques Dutronc, que j'ai un petit peu côtoyé aussi avec mon frère quand il a fait la tournée des Vieilles Canailles avec Eddie Mitchell et Johnny Hallyday, et qui est un très bon acteur, un des rares chanteurs français qui a une carrière d'acteur quasiment aussi importante que sa carrière de chanteur. Il a fait des films avec des grands metteurs en scène, Piala, Godard, enfin, c'est vraiment un beau palmarès. Un mec. Et elle, bon voilà, et puis dans le film, je trouve que c'est... Comme je disais tout à l'heure sur Dominique Baumard, c'est un cinéphile, mais c'est aussi quelqu'un qui aime faire plaisir aux spectateurs. Et du coup, là, il y a ce moment-là très poétique au milieu du film où mon personnage se trouve vraiment... Mon personnage, il a une dimension très enfantine. C'est comme un type qui, tout à coup, veut jouer dans la cour des grands, mais il se fait... C'est un peu les pieds nickelés, quoi. Exact. C'est un peu les pieds nickelés, c'est un peu un petit côté bande dessinée. Mais le plaisir du film en tant que spectateur, c'est de voir mon personnage tomber à chaque fois dans le panneau. Il prend des résolutions, genre, mais non, je te jure, demain, je vais y arriver, je vais leur dire non. Et puis en 2 secondes, il se fait retourner par Sofiane, qui est excellent, faut dire, c'est un rôle taillé sur mesure. Du coup, c'est vraiment ce jeu et le plaisir de voir ce personnage, un peu une espèce de Pierre Richard ou d'Alberto Sordi. Oui, il y a un peu ça. Voilà, c'est ça. Et donc à ce moment-là, c'est le moment où il est vraiment dans le creux, il se fait une grosse déprime, il se rend compte qu'il a vraiment merdé, et on est en empathie avec lui parce qu'on se dit genre, pourquoi ce type est allé vraiment si loin dans le processus? En tant que spectateur, on a envie de lui dire, mais n'y va pas, non, c'est pas pour toi, n'y va pas, arrête-toi là. Et il fait le pas de trop à chaque fois, et voilà. Et donc ce morceau-là, il illustre un peu son état d'esprit. C'est l'histoire de la chanson, raconte un personnage qui a 2 doigts. Je vous propose de passer à notre séquence suivante, la séquence des mots. On va regarder ensemble des mots et vous allez me dire à quoi ça vous fait penser. Le premier mot, c'est famille. C'est quoi la famille? Vous avez parlé de votre frère. Oui, absolument. C'est quoi la famille pour vous? Eh ben, c'est plusieurs choses. Famille, c'est un environnement dans lequel on se sent à l'aise, soi-même. Donc moi, c'est beaucoup les copains. Je relie ça beaucoup aux copains. Et puis à mon frère. Et puis j'ai aussi un demi-frère, une demi-sœur que j'aime beaucoup. Mon père aussi. Voilà la famille. Voilà la famille. Le Rosebud, c'est une nouvelle famille. Les copains du Rosebud, c'est la famille. Exactement. Alors, dans les associés du Rosebud, il y a des gens qui font partie de ma famille. Il y a Benjamin Biolay, Chiara Mastroianni, c'est la famille Chiara, je la connais depuis le lycée. On a fait 1000 trucs ensemble, on est devenus les meilleurs amis du monde. Benjamin est devenu aussi un de mes meilleurs amis. Nos enfants sont copains, donc il y a un côté très famille. Il y a aussi Mathieu Demy, qui est un très bon ami à moi depuis toujours. Sa famille, c'est ma famille. Mikasa et Soukazas. Donc vous êtes vraiment, c'est une... Voilà, c'est une bande. La famille. Plus d'autres gens, Mathias Augustini, qui est un graphiste, oui, bien sûr. Pareno, les MM. Voilà. Donc c'est une bande. Mais famille, oui, c'est une famille. Après, je pourrais même dire que le Rosebud, maintenant, les employés qui sont là depuis le début, même si ça fait pas longtemps, c'est une espèce de... plus une troupe qu'une famille. Enfin bref, en tout cas, famille, c'est pas que le sang, pour moi, c'est aussi des gens qu'on rencontre, une troupe, voilà. Mais quand ça dure. En fait, la famille, c'est quand ça dure longtemps. D'accord. Le mot suivant, jeunesse. Eh ben, j'aime bien la jeunesse. Comment
Comment vous revoyez votre jeunesse? Est-ce que vous êtes encore de votre jeunesse? Mais je ne suis pas du tout nostalgique. Oui. Moi, j'ai zéro nostalgie. Je repense. De temps en temps, ça m'amuse de repenser à des souvenirs, notamment à des souvenirs auxquels j'ai jamais repensé. Donc, pour m'endormir ou des trucs comme ça, je cherche dans ma mémoire, je fouille un peu comme dans un meuble, s'il n'y a pas un souvenir intéressant à faire émerger. Mais sinon, je ne suis pas du tout nostalgique. Et c'est vraiment pas de ma jeunesse, même si je me suis bien amusé. Mais je me sentais plutôt mal dans ma peau, inhibé. J'étais beaucoup moins à l'aise qu'aujourd'hui. Non, j'ai pas de nostalgie sur les jeunes. Après, j'adore les jeunes. Et j'adore les enfants, j'adore les jeunes. J'adore les enfants de mes amis. J'adore les copains de ma fille. Et je me sens bien avec eux. Je me sens pas encore trop vieux con, quoi. Je comprends. Ouais. Le mot suivant. Danet. Oui. Serge Danet. On se lève tous pour Danet. Absolument, on se lève tous pour Danet. Je ne m'attendais pas à celle-là, mais merci. Merci. Danet, écoutez, c'est un grand critique de cinéma. C'est le grand critique de cinéma de Libération. Exactement, qui a écrit des bouquins. C'est un des rares grands critiques avec André Bazin du cinéma qui a marqué l'histoire du cinéma. Au-delà de... Voilà, c'est pas que des critiques de films comme on peut en voir beaucoup, genre c'est bien, c'est pas bien, moi j'ai trouvé ceci, lui il a trouvé cela. Là, c'est une pensée vraiment sur le cinéma, sur la mise en scène, sur la société, sur les images en général. D'ailleurs, à la fin de sa vie, il écrivait plutôt sur la télévision. Il a écrit sur le tennis. Sur le tennis, sur Roland Garros. Sur les images, en fait, c'est plus une philosophie de l'image. Presque un peu deleuzienne, enfin vraiment une espèce de philosophe des années 80-90. Vous le lisez encore? Lui? Oui, ça m'arrive de replonger dedans. Je le fais lire plutôt, j'aime bien le faire découvrir à des gens quand ils ne le connaissent pas. Et puis ça fait du bien de temps en temps de se replonger. Moi je viens d'une famille assez par ma mère assez cinéphile, j'ai côtoyé des gens comme Danet, plutôt des intellectuels du cinéma. Et de temps en temps, aujourd'hui ça a moins cours parce qu'il y a moins... La critique, comme on dit, et moins... Maintenant, tout le monde écrit. C'est Truffaut qui avait dit, en France, tout le monde a deux métiers, son métier et critique de cinéma. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde est là, il va de son petit commentaire, de son étoile. Moi, je mets 3 étoiles. Comme si c'était genre... ça voulait dire quelque chose. Donc, Danet, c'est plus que ça, c'est vrai. Et il se trouve que j'ai eu la chance de beaucoup le voir avant qu'il meure. Vous croyez encore à la critique? Oui. Danet, il disait, que ce soit intéressant de parler du cinéma, il faut un état du cinéma qui soit lui-même intéressant. C'est pas qu'on peut s'improviser critique. Alors j'ai été plus critique, moi, dans les années 2000, avec l'arrivée du numérique, parce que j'ai trouvé que ça faisait une espèce de transformation dans la façon de penser le cinéma, le format était explosé. Après, il y a eu, les gens autour de moi ont pensé que les séries télévisées étaient une nouvelle façon de narrer, en tout cas de rebattre un peu les cartes de la narration, surtout parce que les saisons, ça dure des fois 8 heures. Donc raconter une histoire qu'avant on racontait en 2 heures, là en 8 heures, c'est quand même tout un travail. Un changement de perspective. Exactement. Moi, je viens de Raoul Ruiz. Donc, Raoul Ruiz, il avait eu cette théorie dans un livre qui s'appelle Poétique du cinéma dans les années 80, où il disait le problème, c'est qu'il y a toujours des arches narratives dans un scénario qui sont les mêmes. Acte 1, acte 2, acte 3, climax médian, introduction, présentation des personnages, conclusion. Et voilà. Et un bon scénario, c'est un scénario qui respecte ces règles-là. Il disait non, pas du tout. Tu peux faire un film où il n'y aura aucun élément perturbateur. En tout cas, il essayait d'aller contre ces règles-là. Le diktat d'un bon scénario, c'est page 14, l'élément perturbateur fait que le héros doit retrouver le je sais pas quoi. Donc, et il disait, il était un peu visionnaire, il disait c'est intéressant de faire des films où il n'y a plus tout ça. Et dans les séries, il n'y a plus tout ça vraiment. Alors maintenant, il y a des nouvelles règles qui ont pris le pas. Règles, il y a d'autres règles. Il faut que le premier épisode soit comme ceci. Il faut qu'en milieu de série, de saison, il y ait un... Donc, évidemment, les règles... Toujours des règles qui reviennent. Voilà. Mais il y a eu ce moment un petit peu révolutionnaire, et aussi grâce au numérique, des films de 4 heures. Moi, j'adorais Pedro Costa, par exemple, qui est un cinéaste portugais, avec des plans qu'on pouvait faire durer pendant 20 minutes. Et moi, je m'extasiais, et je peux m'extasier encore, mais c'est moins à la mode aujourd'hui. Je vois bien. Voilà. Le mot suivant, auteur. Est-ce que vous vous sentez auteur? Non. Pas du tout. Non, auteur... J'ai écrit des chansons, alors là j'étais auteur, mais bon, parolier plutôt. J'ai écrit 2 bouquins, alors auteur, mais pas vraiment non plus, parce que je me sens pas écrivain. Auteur, c'est comme artiste. J'ai réalisé des petits courts-métrages, des films en vidéo un peu expérimentaux, mais... Vous le referiez? Non. J'ai remisé ça au placard. J'en ai fait énormément. Quand j'étais petit, avec le premier cachet que j'ai gagné, je me suis acheté une caméra VHS à l'époque.
Oui, VHS avec le magnétoscope qui était en valise à côté, comme Oui, les mecs qui filmaient les vacances comme ça. Ça pesait une tonne, enfin bref. Donc j'ai fait beaucoup de films quand j'étais enfant. Après, adolescent, les premières DV, comme ça, j'adorais ça, j'en avais tout le temps. Maintenant qu'il y a tout le monde qui filme tout le temps partout, ça m'a un peu passé. Et puis aussi en vieillissant, j'avais moins... Et je pense que c'était aussi dans ma carrière d'acteur une façon d'étudier un peu aussi mon image et ma façon de me placer devant la caméra, de comprendre un peu mieux comment se passe le montage. Parce que je pense que pour un acteur, c'est fondamental de passer par la case montage qui rebat les cartes de votre jeu. Donc auteur, non. C'est comme artiste, je ne me considère pas comme un artiste. On va se quitter sur un dernier mot. C'est dommage, on était bien là. On est pas mal. C'est sympa chez vous. On pourrait rester après. On va quand même faire ce dernier mot en un mot. On peut dormir là Bientôt. Oui, si vous voulez. Je vous en prie. Le dernier mot, c'est bientôt. Bientôt la fin, Qu'est-ce qu'il y a bientôt? Bientôt la vie. Bientôt la vie. Bientôt la vie, c'est une jolie fin. Ah oui. Très bien. Et j'y crois en plus. Moi aussi. Je vous crois en tout cas. Avant de se quitter, je vous propose de regarder un message que quelqu'un a envoyé pour vous. Une petite vidéo. On écoute, on regarde. Salut Manel. J'avais une petite question pour toi. Dans la bande-annonce, ton personnage a l'air hyper drôle, un peu à côté de la plaque, avec un humour très physique, façon slapstick. Je voulais savoir si tu avais fait quelque chose de particulier pour préparer ton personnage. Salut mon vieux. Quelque chose de particulier? Lui, c'est vraiment mon meilleur ami, Mathieu Demiré. Oui. Grand acteur, grand metteur en scène, grand scénariste, grand artiste. Lui, c'est un artiste, il est très fort. Et préparer, en regardant des films, moi je me prépare dans mon lit en regardant des films et j'étudie comment bougent les acteurs. Et effectivement, pour ce film-là, Les Règles de l'Art, j'avais envie d'avoir une gestuelle un peu entre Cary Grant et Alberto Sordi ou des clowns. Et d'ailleurs, j'ai voulu des bretelles, j'ai voulu des crocs orange pour vraiment souligner un peu le côté clownesque de mon personnage. Non pas Georges clownesque, mais vraiment clownesque. Un peu Buster Keatonesque. Voilà, Buster Keatonesque. Voilà, un peu de slapstick, parce que c'est ce qu'il disait, du slapstick. Le corps qui... Vous faites bouger le corps. Bouger le corps. Je crois. Je crois que c'est ça. Carrément. Voilà. Merci, c'est un ami, ça. C'est un ami, très bien. Le slapstick aussi. Buster Keaton aussi, c'est un ami. Très bien. Merci. Merci pour cette conversation et à très bientôt. Merci de nous avoir écoutés et suivis et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Conversation. Non, je n'oublierai jamais ce jour de juillet où je t'ai connu, où nous avons